Bonjour Quentin, comment vas-tu? Bah, très bien, et toi? Très très bien. Alors du coup, on va faire connaissance ensemble, même si on a commencé un petit peu à se parler. Tu vas nous expliquer un petit peu qui tu es, quelle est ta profession et pourquoi tu es ici aujourd'hui. Ça fait beaucoup, hein? Oui, je sais pas si je vais réussir à me rappeler de toutes les questions, C'est pas mais grave, t'inquiète, je les reposerai s'il faut. Vas-y. du coup, je m'appelle Quentin, j'ai 27 ans, et en termes de profession, titre un peu ronflant, mais je suis conseiller technique en maraîchage, en Voilà. chambre d'agriculture. C'est sérieux là. Oula, pour une fois que sur Projet Liberté, on fait du contenu sérieux avec des gens sérieux, qu'est-ce qui se passe? On se demande. Ok, Je sais pas si je suis sérieux, on va essayer de le montrer, mais ça ouais. marche. Alors, bon, déjà, moi j'aime bien un petit peu m'intéresser, on va dire, à la personne. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce genre de métier déjà? C'est, je pense, des choses qui nous rassemblent un peu, on va dire des choses sur une volonté d'être plus dans le faire et dans l'agir dans ma vie, Ouais. d'être plutôt au contact. Enfin, on va dire la vie en général, l'agriculture, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. T'es issu d'une famille d'agriculteurs? Mon grand-père était, on va dire, un petit paysan qui a été contraint d'arrêter parce que c'était plus rentable. Ouais. Voilà, il est parti faire un boulot salarié qui payait. Voilà, pour nourrir tout le monde. D'accord. Donc voilà, après, non, mes parents ne sont pas du tout agriculteurs, D'accord. mais j'ai gardé cette fibre et puis c'est surtout dans mes études supérieures, parce que moi je suis un. Alors justement, c'est quoi ton parcours d'études du coup? Alors c'est un parcours, on va dire, un peu. J'ai fait des changements. J'ai démarré on va dire, en médecine. Ah ouais, ah ouais, Voilà, ouais, ah ouais, donc ok. rien à voir, je veux dire, sortie de bac scientifique, voilà, je savais pas où aller. Je suis allé Fac de médecine, c'est ça? Ouais, je suis Ok. allé en fac de médecine. J'ai fait une première année que j'ai pas réussi. D'accord. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire Voilà, j'ai un peu galéré à trouver. Et du coup, je suis parti en licence pro. Ok. Enfin, j'ai fait une licence, puis suivi d'une licence pro en agronomie, en physiologie végétale. D'accord, Voilà, ok. donc ça, c'est la fac. Et derrière, j'ai fait un master, donc là, qui lui était plutôt orienté biologie cellulaire et génétique. C'est les mecs qui sont motivés, à mon avis. On en est à Donc combien là- d'études? On en est à combien d'années master après le bac? C'est combien déjà? Master, c'est 5. Oh putain, ils sont fous les gens. C'est déjà collège, t'en as ras le cul, c'est les mecs. Après le bac, allez vas-y, je requis pour 5 ans. Mais non, mais. Heureusement qu'il y en a qui est assez cinglé comme lui, hein. Et encore, attends, j'ai pas fini. C'est Attends, que ouais. du coup, j'ai fait mon master, mais sauf que c'est un master, on va dire, à la fac, qui est très axé recherche. Donc, j'ai fait pas mal de stages en labo, ça a pris pas mal de rigueur scientifique, etc. Mais en gros, c'est le genre de master où il faut que derrière, tu ailles en thèse. Ah ouais, carrément. Voilà. Ouais, donc le test, c'est le plus haut niveau, je Ouais, crois. c'est le doctorat. Tu fais 3 ans et à la fin, tu finis docteur. D'accord. Et ça, donc ça, par contre, tu t'es arrêté, Ça, t'es pas allé jusqu'à la thèse. Non, parce que la thèse, je sais pas si parmi ceux qui vont nous écouter, il y en a qui ont soit des proches, soit eux qui ont fait une thèse, mais c'est vraiment un truc, c'est un tunnel quoi. T'es pendant 3 ans dans ton projet, tu vis, t'as des hauts, des bas en fonction de si c'est de la recherche, surtout en biologie, donc ça marche pas, peut-être tu t'es planté, ce que tu essaies d'observer, ça n'existe pas, etc. Donc je voulais pas le vivre, j'avais des potes qui se sont engagés, qui l'avaient vécu, et moi j'avais pas envie de le vivre. C'est hyper prenant, quoi. Oui. Aussi, autant mentalement, enfin, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'implication, quoi. C'est ça. Ouais. Et puis aussi, parce que ce qu'il y avait derrière, on va dire que tu as un poste de chercheur, donc soit tu es dans la recherche publique, soit tu es dans la recherche privée, mais tout ça, ça se fait forcément en ville. Ouais. C'est-à-dire dans des centres urbains assez gros pour qu'il y ait Ouais. ce genre d'entreprise. Ouais. Là, tu peux travailler dans de la pharmaceutique, dans des choses comme ça. D'accord. Et moi, j'avais envie d'aller vivre en campagne. Ouais. Après, nous, on a un pote là qui est, je crois qu'il est à ce niveau-là, là, niveau thèse, lui. Mais donc, il fait de l'enseignement. Il doit être, je pense, enseignant-chercheur, je pense, quelque chose comme ça. Mais lui, il travaille à Saint-Étienne. Et, Oui. et donc, il arrive à faire des trajets, quoi, entre ici et Saint-Étienne. Mais bon, voilà, après, il faut avoir envie de faire ça aussi, quoi. Oui, moi c'était voilà, j'ai fait mes études sur Lyon Ouais. et du coup j'en avais marre. T'en avais marre de Lyon? Marre, ouais. Marre de- À la base, Ah ouais je suis pas de Lyon à la base. D'accord. Et j'y suis allé. Enfin, je suis d'abord allé à Saint-Étienne pour une partie de mes études, puis à Lyon. Et c'est bien, mais enfin, moi j'ai besoin d'espace. J'ai Ouais. besoin. Toi, je me suis un peu retrouvé dans ce que tu disais sur Clermont-Ferrand, etc. Ouais. La ville, mais pas trop. Quoi. Ouais. C'est bien quand t'es étudiant que Ouais, tu ouais. sors, etc. Par contre, quand t'aimes bien bricoler, que t'as Ouais. envie de faire un bout de jardin, etc. T'as accroché un cadre dans ton appartement, c'est bon. Voilà, Je suis un bricoleur. c'est le seul t'as la perceuse, la batterie qui est stockée, donc ouais, t'es vite limité. Puis moi, voilà, enfin on va dire, j'étais dans le centre de Lyon, donc
J'avais un studio. Je mangeais dans ma chambre et je dormais dans ma cuisine. C'était une seule pièce, oui. Ouais, okay. Et encore, j'étais dans un truc pas trop cher, mais j'étais à 600 € par mois pour 25 mètres carrés. Ouais, mais c'est comme ça. Donc, on va dire que je me suis dit non. Donc là, après, donc la suite du parcours, j'ai fait une réorientation où j'ai pu rentrer en 4e année d'école d'ingé, agronome du coup, en alternance. J'ai fait ça, c'était super important pour moi de le faire en alternance, donc apprentissage. D'être sur le terrain et tout. Sur une exploitation agricole. Ok, ça marche. Donc là aujourd'hui, c'est donc ton métier. Oui. Donc alors répète s'il te plaît juste le statut, le métier là que tu fais. Alors c'est conseiller technique spécialisé en maraîchage. Donc l'idée c'est de faire de l'appui technique pour les maraîchers professionnels. Donc sur la région Loire, et ça t'arrive parfois d'aller jusqu'en Haute-Loire aussi, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Ok. Donc là, maintenant, on arrive dans le vif du sujet. Donc, si tu peux nous détailler un petit peu de la prestation que tu fais, à qui ça s'adresse, voilà. Et alors, il y a plusieurs publics. Il y a ceux qui vont être les maraîchers pros qui vont être installés. Donc eux, qui vont avoir des problématiques gestion des maladies, gestion travail du sol, gestion de l'irrigation. Voilà, ils ont envie de construire un bâtiment où ils savent pas comment l'aménager, où ils veulent installer des serres, où ils ont des problèmes de gestion climatique sous serre. Okay. Et ils font appel à moi. D'accord. Moi, alors ils ont un abonnement à l'année dans lequel je leur envoie régulièrement des bulletins techniques sur des choses, etc. Et après, eux peuvent m'appeler pour que je vienne. D'accord. Ou m'envoyer des photos, etc. pour que je réponde à leurs questions. Donc ça, ça m'occupe 50% de mon temps. Et après, il y a une partie sur des gens qui sont en parcours à l'installation. Okay. Donc j'interviens dans le cadre du parcours à l'installation et aussi pour vérifier que rapporter, alors le mot est une expertise technique sur le projet. Okay. C'est-à-dire si quelqu'un, pour obtenir la DJA, il faut que la personne fournisse DJA, c'est la dotation jeune agriculteur. Voilà, donc c'est une somme qui est versée c'est un mélange entre l'État, la région et l'Europe dans les financements. D'accord. Pour chaque personne qui a moins de 40 ans et qui veut s'installer en agriculture pour la première fois. D'accord, ok. Et du coup, puisque c'est de l'argent public, il faut quand même qu'il y ait un minimum de garantie derrière. Bien sûr. On ne fait pas des chèques en blanc. Un projet cohérent. Voilà, on ne fait pas des chèques en blanc aux gens. Et du coup, la personne doit faire ce qu'on appelle un plan d'entreprise sur 5 ans. D'accord. Avec détaillé, en anglais c'est business plan, en gros c'est détaillé année par année les charges qu'on envisage, les investissements, les recettes. C'est le genre de choses qu'elle va préparer au cours de son BPREA finalement, non ? Elle peut le préparer au cours de son BPREA ou bien au cours de ce qu'on appelle le PPP pour les gens qui ont fait donc c'est le projet professionnel personnalisé. Donc c'est en fait... La personne va être au tout démarrage de son parcours à l'installation, on va lui donner un conseiller, elle va être reliée à un conseiller avec lequel elle va faire un espèce de bilan de compétences pour voir si vis-à-vis du projet qu'elle a, de la production qu'elle veut, elle a des besoins en formation complémentaires. Et du coup, on lui donne un certain nombre de formations qu'elle doit suivre de manière obligatoire pour pouvoir s'installer. D'accord. Donc, et donc en fonction de ce que la personne souhaite faire, etc., si elle juge qu'elle a des lacunes, on va lui prescrire un certain nombre de formations. Et donc moi, j'anime certaines de ces formations, mais également, derrière, elle a aussi un temps pour faire son plan d'entreprise sur 5 ans, où elle doit démontrer qu'à la fin des 5 ans, elle arrive à se payer au moins au SMIC. D'accord, ok. Voilà. C'est un peu l'idée. Et donc sur cette base-là, on lui donne l'aide, donc on lui en donne 75% à l'installation. Ouais. Il y a il y a 2 contrôles dans les 5 ans pour vérifier qu'elle suit ce qu'elle avait prévu. Ouais, la projection. Ouais. Voilà. Et à la fin, on lui verse les 25% restants. Enfin, je dis on lui verse, mais l'État lui verse les 25% restants. Ok. Bon, moi j'ai une question directe là. Oui. Alors, tu vois, il y a une espèce d'engouement aujourd'hui pour le maraîchage, souvent propulsé un peu par la permaculture, tu vois. On a vu beaucoup de grandes personnalités, on va dire célèbres, qui parlent de rendements incroyables avec peu ou pas de travail, une révolution des pratiques. Et donc, l'idée germe dans beaucoup de gens que c'est quand même quelque chose de relativement, on va dire, facile, et que si on vit de pas grand-chose, on peut vendre des petits paniers de légumes comme ça, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Est-ce que ça, c'est une tendance que tu observes parmi les gens que tu vas suivre ? Est-ce que tu l'as constaté ? Est-ce que tu as constaté, on va dire, un espèce de mouvement comme ça ?
Alors, moi, je vais dire, je suis pas à mon poste depuis suffisamment longtemps pour avoir le recul pour dire qu'il y a une tendance, mais c'est clair que alors sur le département où je travaille, on installe une quinzaine de maraîchers par an. Ouais. J'allais dire sur les 15 maraîchers, il y a, enfin avec la DGA, après il y a tous ceux qui s'installent hors DGA qu'on ne voit pas, hein, mais on va dire sur les 15 maraîchers, il y en a entre 10 et 12 qui sont en profil micro-ferme. Okay. Donc moins d'un hectare, pour certains 5000 m². Ouais, on est typiquement un petit peu dans l'idée. On est dans l'idée, l'idée des fois ça s'associe avec maraîchage sur sol vivant, donc pas de travail du sol, etc. Ouais. Et aussi le gros point noir que nous on met, parce que on va dire ça, agronomiquement ça peut être viable, mais c'est surtout certains qui s'installent dans des endroits où il n'y a pas d'eau et qui ne ressentent pas le besoin de se dire que c'est un problème en fait. C'est surtout... Pourquoi ce serait un problème? Faire pousser un légume sans eau, complexe. Enfin, en tout cas, pour en tirer. C'est une question de semence, ça. C'est que tu connais rien. Ah oui, faut aller voir Pascal Paute, c'est ça. C'est là que ça part en couille. Donc, voilà. Donc, moi, là, ce que je pense aussi, je sais pas si ça se confirme, mais j'ai l'idée qu'il y a une espèce de réactance ou de réticence, justement, à aller voir des gens comme toi, ou alors aller dans ce circuit, on va dire, très officiel et formalisé. Il y a une espèce, j'ai l'impression, il y a une espèce de vision que c'est le mal, quoi, que c'est pas vraiment le mal, mais je sais pas comment m'exprimer. Formater l'agro-business. Ouais, exactement. Et qu'est-ce que tu peux m'en dire de ça? Est-ce que vraiment vous êtes là pour faire rentrer les gens dans un moule bien défini, avec des techniques bien définies, qui engagent justement au traitement chimique, etc., où il y a quand même une ouverture sur des pratiques agricoles, on va dire, alternatives qui pourraient satisfaire, on va dire, un petit peu les gens de mon audience, par exemple, quoi, tu vois. Alors, moi, là, c'est à titre perso que je m'exprime dans la manière dont je vois mon métier. Après, on va dire que certes, je travaille en chambre, donc les chambres d'agriculture, c'est un organe d'État. C'est une structure publique. Mais l'État, c'est le mal. Ça peut être le mal, voilà. Non, mais tu vois, je rigole, mais en même temps, tu vois, t'es sur la chaîne Projet Liberté et tu sais à peu près l'audience qu'on a. Et notre audience, c'est beaucoup de gens qui sont, pour des fois des très mauvaises raisons, et des fois de très bonnes, c'est assez anti-système, assez révolutionnaire, etc. Donc se rattacher à une structure d'État comme ça, il y en a beaucoup, tu vois, ils se disent non, mais je vais me faire enculer à sec, quoi. Tu vois, c'est un peu, tu vois. Vas-y. Alors je dis, venez nous voir, ça coûte rien. T'es sûr de ça? Dans les chambres d'agriculture, il y a un point accueil installation. D'accord. Donc n'importe qui peut prendre rendez-vous pour venir s'informer sur les modalités d'installation, comment ça se passe, etc. C'est gratuit. Les personnes qui sont en charge de ce PAI, comme on dit, sont payées pour faire ça et pour vous recevoir gratuitement. D'accord. Et aujourd'hui, je pense peut-être, il y a une trentaine d'années, il y avait une certaine fermeture à des méthodes alternatives parce que soit elles n'avaient pas fait leurs preuves, soit il y avait effectivement derrière aussi peut-être une volonté, j'allais dire, alors pas politique, mais de se dire que c'était des délires. Voilà, on a vu ça quand la bio s'est développée, les chambres d'agriculture étaient plutôt réticentes à monter en puissance de la bio. Pour moi, c'est une erreur. Clairement, aujourd'hui, dans les maraîchers que je suis, j'ai 80% de bio. D'accord, ok. Mais après, derrière, le contenu technique, on est ouvert. L'idée, c'est vraiment la personne, elle est maîtresse de son projet de A à Z. D'accord. La seule chose que nous, on lui offre, c'est un cadre dans lequel elle peut formaliser son projet, dans lequel elle peut identifier si elle sent qu'elle a des lacunes ou pas sur tel ou tel sujet. Le PPP, la personne s'engage sur un plan de formation, c'est, j'allais dire, passer à la carte, mais c'est... nous, on identifie si vraiment il y a des gros problèmes, si la personne elle a des compétences vraiment très éloignées de ce qu'elle vise comme profession. Bien sûr, Du coup, on estime que ça serait, on va dire, compliqué pour elle de se lancer, par exemple en boucherie, si elle veut élever du porc plein air, alors qu'elle n'a aucune idée de la maîtrise de l'hygiène des produits carnés, par exemple, parce qu'elle est issue d'un métier où elle n'avait pas du tout été en contact avec ça. Donc on peut lui proposer de suivre une formation maîtrise de l'hygiène des produits carnés. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui se valide à deux. C'est-à-dire c'est la personne qui est maîtresse de son projet, qui décide des compétences qu'elle veut acquérir, et derrière,
le conseiller d'entreprise qui va dire ouais mais nous on juge quand même que ça serait compliqué pour toi de t'installer sans cette compétence. Après, elle a peut-être des très bons livres de chez Ulmer aussi, hein, on ne sait pas. Peut-être, elle peut se considérer complètement, complètement compétente. Mais c'est vrai que, en fait, voilà, moi c'est aussi pour ça que j'étais j'avais très envie de faire une vidéo avec toi aussi, c'est que, voilà, tu sais, il y a vraiment, comme encore, je répète, tu vois, cette espèce de confrontation, on va dire, à l'organe d'État, de se dire, encore une fois, comme j'expliquais tout à l'heure, que, voilà, ça va être quelque chose qui va nous emmener dans un moule avec des pratiques qu'on réprouve, on va dire. Donc voilà, enfin, je me suis un petit peu perdu en route. Non, mais donc, ce que tu expliques, c'est que, voilà, c'est pas fasciste, quoi. Vous êtes ouvert à ces nouvelles méthodes, vous proposez en fait un accompagnement qui n'est en aucun cas un contrôle et un endoctrinement. Voilà, donc ça c'est vraiment intéressant de le savoir. Après, je pense, ça reste des humains aux manettes, entre guillemets, c'est que moi j'ai mon autonomie dans mon métier. Certes, il peut y avoir au-dessus des décisions qui peuvent être prises sur tel ou tel sujet en nous disant axez plutôt votre discours sur tel ou tel, voilà, par exemple aujourd'hui sur la question de l'eau, aujourd'hui par exemple un maraîcher dans le département sur lequel j'interviens qui veut s'installer, s'il n'est pas capable de faire la preuve qu'il a la ressource d'eau en eau suffisante, on ne lui donne pas la DJA. Mais si, il paille. Non mais j'arrête de troller. Faut que j'arrête de troller. Désolé. Mais voilà, du coup là le choix il est politique derrière. Les élus de la Chambre ont décidé que c'était ça. Okay. Mais par contre, derrière dans la mise en œuvre, on va pas me mettre la pression à me dire il faut que tu fasses ça, que tu ailles voir telle personne, que tu parles pas à X machin. Donc, moi tous ceux qui font appel à moi, je leur réponds et j'essaie de les conseiller du mieux possible aussi vis-à-vis de leur éthique et de leur conviction. Ok, voilà. Ça marche. Bon, alors du coup, concrètement, en fait, quand tu arrives sur une ferme, qu'est-ce que tu vas proposer, qu'est-ce que tu fais déjà, les premières choses que tu vas faire tu observes pendant un an? Arrête Alexis, bordel. Oui, il faut rien faire, faut pas toucher, le sol c'est sacré. Je suis désolé, mais j'arrête mes conneries. Je suis intenable ce matin, c'est pas possible. Non. Donc vas-y. Donc qu'est-ce que tu fais en fait? Et en fait je viens parce que il y a un besoin. Okay. C'est-à-dire que c'est plutôt le maraîcher, la grille qui m'appelle, qui va me demander ce qu'il attend de moi. Ouais, okay. Soit des fois ça peut être en routine des visites où je viens, je fais le tour des cultures, je regarde les problèmes éventuels, etc. Je les signale. Okay. Soit clairement il y a un problème, il fait appel à moi, je viens et on va voir ce qui se passe. Et là j'essaye un peu du diagnostic et ça ressemble un peu à une enquête. L'idée c'est de trouver la cause. Donc on a des hypothèses sur d'où ça peut venir, problème de fertilisation, problème d'irrigation, problème variétal, n'importe quoi, et on lui trouve une réponse pour que l'année prochaine, le problème ne se représente pas, ou bien s'il y a une solution, que ce soit phyto ou pas, d'essayer de la mettre en œuvre, quoi. D'accord. Donc alors, une des grosses problématiques là, que tu as soulevées, c'est la question de l'irrigation et de l'eau. J'ai l'impression que tu le disais, c'est un peu le prérequis de base, un vrai accès à l'eau pour prétendre à une installation maraîchère. C'est ça que tu as. Vas-y. Oui, pour moi, on va dire. Alors, il y a certes le sol qui peut être vraiment limitant selon ses caractéristiques pour de la culture maraîchère. Ça ne va pas forcément autoriser tous les légumes, mais il y en aura quand même qui seront possibles de faire, j'allais dire, peu importe le type de sol. Il y a des sols où ça va être très compliqué, mais on arrivera bien à faire quelques espèces. Tu ne pourras peut-être pas faire toute la gamme, mais par contre, c'est clair que sans eau, disponible, on va dire, quand tu veux, c'est compliqué. Parce que, surtout quand tu as un objectif de vente derrière au poids. Ouais. Parce que bien sûr, c'est chargé en eau. Légumes, une tomate, c'est 85 à 90% d'eau, si ce n'est plus. Une courge, c'est un peu moins, mais on est quand même sur des niveaux d'eau. En clair, si tu mets pas d'eau, t'as pas de poids derrière. Donc si ce qui te fait vivre, c'est le poids que tu vends. Ouais. Ça peut être compliqué derrière d'avoir une rentabilité économique parce que tu auras les mêmes opérations à faire que quelqu'un qui va récolter 10 tonnes hectares que si tu en récoltes une. Tu auras fait le même boulot, tu auras passé le même temps, mais tu vendras 10 fois moins. Alors je suis désolé, mais ça me refait penser, tu sais, il y a eu cette espèce de buzz là sur ce maraîcher qui
je sais plus dans le bassin parisien, je sais plus où c'était exactement, qui nous expliquait donc faire pousser ces tomates sans eau et il expliquait donc que les légumes chargés en eau, c'était des légumes dilués en fait. Ils étaient moins bons, je sais pas, des trucs comme ça, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Alors, pour moi, on mélange plusieurs trucs. C'est qu'il y a sans eau, pour moi, c'est pas possible de faire des légumes. Sans arrosage, ça peut. En fait, tout dépend de ton contexte météo et de ton Bien sol. sûr, Parce que bien lui, sûr. il jouait sur le truc de dire oui, moi je fais pousser sans eau, mais en fait, c'est pas sans eau parce qu'il pleut. Il y a de la pluie, éventuellement. Alors, il y avait eu un peu de débunkage sur cette personne, mais il s'est avéré qu'il était dans des sols qui avaient des réserves utiles en eau Bien énormes. sûr. Donc, il pouvait rester. Enfin, il y avait de l'eau disponible pour les cultures pendant suffisamment longtemps. Ça remonte à un moment, mais il me semble qu'il y avait aussi éventuellement une nappe qui était proche de la surface. Donc, il y avait des remontées capillaires dans son sol qui faisaient qu'il avait des apports d'eau annexes. Donc, lui n'avait pas à apporter de l'eau, mais elle arrive bien de quelque part. Oui. Donc oui, enfin c'était. Mais ouais, ils font tous ça de toute façon. Hein, donc on peut se dire sans arrosage, mais sans eau, c'est. Mais oui, mais pour moi, sans eau, tu vois, c'est plus impactant. Après là, c'est vraiment le traitement médiatique le souci. Oui. Voilà, c'est vraiment ça. Mais c'est la nuance. Ouais. Et j'allais dire, ça pouvait être possible, par exemple, il y a quelques années de ça, en Haute-Loire, tu pouvais arriver à faire, j'allais dire, de la courge, de la patate sans s'arroser, parce que tu avais un régime des pluies qui était assez régulier pour suffire aux besoins de la pomme de terre et avoir des rendements. Aujourd'hui, il y a vraiment des écarts. Voilà, il faut nommer le changement climatique qu'on voit dans les faits. Et il y a moins d'eau à certains moments où les cultures ont toujours besoin d'eau. Et donc là, si tu viens pas apporter ce manque, t'as rien. Ça dépend. On parlait un petit peu aussi de texture du sol. Après, on verra peut-être justement à l'extérieur, mais j'imagine qu'un sol qui va être très sableux, très léger, très drainant, va demander justement un arrosage, entre guillemets, enfin un vrai arrosage, plus qu'une terre qui sera peut-être un peu plus argileuse, peut-être un peu plus mâtirée, qui fera plus éponge, rétention, non, je sais pas. Alors ça va être sur ce qu'on appelle le tour d'eau. En agriculture, on raisonne en tour d'eau, c'est-à-dire surtout quand tu es alors, c'est les deux grands types d'irrigation, ça va être l'irrigation goutte à goutte ou l'irrigation en aspersion. Si tu es en aspersion, donc tu as des asperceurs, on va dire, le plus gros asperceur, tu vas être sur l'enrouleur. Mais après, tu peux aller sur de la couverture intégrale que la plupart des maraîchers montent, donc des petits asperceurs qui montent à 1 mètre de haut et qui projettent sur une dizaine de mètres en diamètre. Et là, l'idée, c'est de venir faire un plein du sol en eau. Tu remplis la réserve utile de ton sol en eau. Et cette réserve utile, donc la capacité de ton sol à stocker l'eau, elle va varier en fonction de sa texture. Bien sûr. Donc plus elle est sableuse, moins ton sol est capable de stocker d'eau, donc plus cette réserve se vide vite. Donc plus tu es obligé de faire des apports réguliers, d'une quantité moindre. Donc en fait, tu n'as pas forcément besoin d'apporter... En clair, ton besoin de ta culture, que ce soit sur un sol sableux ou sur un sol argileux, ce sera le même. Par contre, c'est dans ta gestion de l'irrigation, tu seras obligé de faire plus de petits apports réguliers sur un sol sableux que sur un sol argileux. Tu vas faire des envoyer à gros blinde et ça reste pendant un certain temps. Voilà, tu peux par exemple, on va dire sur un sol très sableux avec une réserve utile, on va dire l'équivalent, ce qu'on a dans les sols ici, de 10 à 20 mm. Donc tu fais un apport de 20 mm. Si tu as en plein mois de juillet, alors tu me dis s'il devient trop technique, mais un ETP, donc une évapotranspiration, c'est-à-dire une demande climatique d'eau qui fait évaporer 8 mm dans la journée, tu sais qu'en 2 jours, ta réserve est vide. Oui, d'accord. Et par contre, si tu as un sol très argileux qui peut stocker 40 à 50 mm, et là, tu peux tenir une semaine avant d'avoir à remplir. Donc une étude du sol est quand même très intéressante pour savoir un petit peu quelle est la pratique en termes d'arrosage que tu vas avoir. Tu peux le connaître avec l'expérience, le fait de voir comment ça agit, mais en tout cas, voilà, c'est plus prévoyant que de faire cette fameuse étude de sol, parce que là, tu sais à quoi t'attendre finalement, quoi. C'est clair, en fait, déjà d'avoir la texture en termes granulométriques, c'est-à-dire la répartition sable-limon-argile de ton sol, ça te permet d'en déduire ta réserve utile. D'accord. Parce que bien connaître sa réserve utile, c'est aussi
certes, éviter le moment où ton sol sera complètement sec et où ta plante sera en stress, mais c'est aussi éviter d'apporter de l'eau quand ton sol il est déjà plat. Alors, du coup, ça m'intéresse vachement, mais parce que là, on parle de stress. Bon, on va parler de ça, et puis après, moi, j'aurais la question de savoir un petit peu justement quelles sont les mises en œuvre des maraîchers concernant l'eau, mais je te poserai cette question juste après. Là, tu me parlais de stress hydrique. Le stress hydrique, donc c'est le manque d'eau, ou enfin voilà. Et donc ça va nuire à la croissance, au développement du légume. Ça agit comment ça? Quand il y a un manque d'eau ou un surplus d'eau, qu'est-ce que ça peut engendrer? Alors, ça me permet de rebondir sur. J'ai oublié de te répondre sur la question sur l'agriculteur qui disait que c'était des légumes dilués quand on venait les charger en eau. Alors, le stress hydrique, très concrètement, en fait, on l'évalue à partir du moment où la quantité d'eau disponible dans le sol n'est pas suffisante pour une bonne croissance de la plante. Donc, tu commences à avoir un impact sur ton rendement derrière, sur ta croissance. Donc c'est ça le stress hydrique. Mais après, il peut y avoir certaines cultures où ça va être clairement, ça peut être bien de les stresser à certains moments. Typiquement, par exemple, sur de la carotte. Alors, tu vas avoir des carottes qui vont peser moins lourd. Donc si tu les vends au poids, tu perdras. Mais par exemple, si tu les stresses, on sait qu'on peut aller les stresser jusqu'à une quinzaine de % quelques jours avant la récolte, de manière à ce que la carotte se rétracte et une concentration en sucre un peu plus importante. Et donc, tu auras déjà un légume qui aura plus de goût et qui se conservera plus. Ce que, en tant que maraîcher professionnel, sauf si tu commercialises en vente directe et que les gens, tu as besoin de les fidéliser avec un produit de qualité, mais si tu le vends juste au poids et ça à un client qui lui se charge de la commercialisation directe, c'est pas intéressant pour toi de faire ça. Tu as tout intérêt à blinder en flotte histoire d'avoir les carottes les plus lourdes possibles et les vendre au meilleur prix. Mais si tu es dans un objectif de faire de la carotte qui se garde et qui a une qualité gustative importante, et ça peut être bien de les stresser. Donc là, après, c'est deux modèles différents en fait. Un modèle où tu vas justement peut-être faire toi-même la commercialisation, donc chercher une clientèle qui sera un particulier. Dans l'autre cas, plutôt une vente gros à des voilà. Donc là, après, ça dépend en fait à qui ce qu'on a envie de faire. C'est ça. Exactement. D'accord. Et puis si tu as besoin que le client revienne, parce que c'est-à-dire si tu lui vends une carotte gorgée d'eau à ton particulier qui sèche en 3 jours au fond du frigo, voilà, il va peut-être moins revenir que s'il voit qu'il y a une différence par rapport à la carotte qu'il peut acheter au supermarché, ça peut être un argument de vente. D'accord, donc on a parlé un peu de stress hydrique, mais dans l'autre côté, il y a le trop d'eau aussi. Donc là, après, c'est peut-être plus des maladies, type mildiou, des trucs comme ça, je sais pas. Alors, ça dépend. Si tu peux avoir un stress hydrique, alors ce que je voulais dire aussi, c'est que en fait, pour chaque culture, tu vas avoir des stades de culture. Donc, classiquement, voilà, on va différencier le moment où la culture sera au stade de plantule. Ensuite, par exemple, je prends n'importe quoi, une courge, tu vas avoir la croissance jusqu'à la 4e feuille, jusqu'à la 6e feuille, la première floraison. Et donc, on identifie comme ça des stades de la culture. Et à chaque stade correspond à un besoin en nutriments et en eau. Et en fait, l'idée, c'est d'essayer d'ajuster ton apport d'eau aux besoins réels de la culture. Parce que tu peux placer la culture en stress pour un même apport d'eau qui va suffire quand ta plante sera au stade plantule. Si tu gardes le même toute la durée de la culture, il y a un moment donné où ça suffira plus. Et à l'inverse, si tu fais des apports d'eau trop importants, tu peux aussi placer en stress hydrique, comme je disais. Alors, il y a le souci humidité, maladie, etc. Mais il y a, pour moi, plus dangereux dans le trop d'eau, c'est l'asphyxie racinaire. Voilà. Donc, alors on verra dehors, mais pour des terrains comme vous avez ici, puisque c'est plutôt sableux, tu n'as pas trop de risque. Mais le risque asphyxie, c'est plus dans les sols argileux que tu peux l'avoir. Non, nous, à mon avis, oui, vu le sol extrêmement sableux qu'on a, c'est à mon avis justement surtout sur l'apport d'eau là qu'il faut, on va dire, être régulier, être constant. Donc, ce que je disais dans l'aspersion, voilà, tu vas être obligé d'avoir un apport régulier, peut-être de petite quantité. Et par contre, on va dire, vu que tu es dans terrain séchant, c'est plus facile. L'un des avantages du sol sableux, c'est qu'il sèche plus vite. Donc ça peut être un inconvénient, mais c'est aussi un avantage, c'est que tu peux derrière plus facilement venir
faire des chantiers de récolte ou de travail du sol sans avoir à attendre, comme on voit dans certaines régions de France aujourd'hui, où les mecs ils vont essayer de passer avec l'engrais, ils vont faire des ornières comme ça avec le tracteur parce qu'il y a trop d'eau et que les sols sèchent pas assez vite. D'accord. Alors, finalement, tu vois, on a beaucoup de choses à dire. Oui, mais je sais pas si c'est peut-être fouillis. Non, ça va pas trop mal. Mais non, c'est parfait. Mais du coup, donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des systèmes d'irrigation que tu vois les plus courantes? Alors, j'imagine que ça change en fonction des superficies, etc. Mais globalement, à quoi ont recours les maraîchers? Ils font quoi? Ils font plutôt du forage, plutôt de la récolte d'eau de pluie. Tu vois quoi, toi, généralement? Pour avoir la ressource en eau, du coup. Oui, pour avoir la ressource en eau. Eh ben, alors, nous, on va dire dans les contreforts du Massif central où on n'est pas sur des zones où il y a des grosses nappes. Ok. Donc, la ressource forage, elle est peu utilisée parce que c'est un peu très aléatoire. Okay, tu vas faire un forage. Vous appelez des sourciers? Alors, on peut faire appel à des sourciers. Personnellement, je n'y fais pas appel. Nous, on préfère les hydrogéologues. Mais il y a certaines entreprises de forage qui demandent, qui, entre guillemets, alors je dis de mèche, mais qui ont des partenariats avec des sourciers et qui font passer les sourciers avant de faire des forages. Ouais. Mais nous, on va dire, dans la moyenne de ce qu'on observe, ce qu'on peut être amené à faire des études pour des forages, pour des agriculteurs dans la chambre, mon collègue qui gère ça, on va dire qu'en moyenne, on a un taux d'échec de 7 sur 10. Ah oui, quand même. C'est-à-dire que pour 10 forages réalisés, il y en a 7 où il n'y a pas d'eau. Ou en tout cas, beaucoup moins que ce qui était pensé. D'accord. Parce qu'en fait, c'est quand même énorme. Parce qu'on n'a pas de nappe. Ouais. Tu te mets dans... Tu pourras nous servir un petit café, mon chat. T'en rebois un, c'est cool. Oui, allez, pourquoi pas. Allez. Pardon, du coup, je t'ai coupé. Non, mais tu peux être par exemple dans l'Est lyonnais. Voilà, tu es sur les plaines céréalières de l'Est lyonnais. Là, tu perces 2 mètres, tu as de l'eau, tu es sûr d'en avoir et tu as un débit garanti. D'accord. Chez nous, tu perces, tu n'es pas sûr d'avoir. Et même des fois, tu peux percer, tu as, mais tu voles celle du voisin. Ah oui. Voilà, parce que tu as coupé son filon et du coup, lui se retrouve avec beaucoup moins d'eau. D'accord. Donc, on va dire que ça, c'est une solution qui peut être utile pour de l'abreuvement de bêtes. Parce que souvent, on a des petits débits. Ouais. Mais pour de l'arrosage en maraîchage, on est clairement trop petit. Donc dans notre région, donc, le forage, c'est pas ce qui est le plus, c'est pas la solution qui est la plus utilisée. Tu peux avoir, si tu arrives à avoir un forage qui donne bien, donc nous, un forage qui donne bien, c'est au moins 6 à 8 mètres cubeurs. D'accord, oui. Voilà. Ça donne. On va dire, pour donner un peu un référentiel, nous on estime que par hectare de maraîchage, sur une année, en moyenne, tu es entre 3000 et 4000 mètres cubes. Ah ouais, putain. Vache. Ouais. Donc c'est ce qu'on demande à un maraîcher quand il s'installe, c'est de pouvoir justifier d'une ressource d'au moins ça sur l'année. D'accord. Donc soit tu as une pompe dans ton forage avec une réserve tampon, par exemple de 1000 mètres cubes, et tu viens une pompe de surface qui pompe dans ton forage pour compenser que tu aies toujours ta réserve de tampon plein, et donc toi derrière tu as une grosse pompe qui envoie du débit. Ouais. Mais le souci c'est si ton forage a un trop petit volume, tu vas vouloir arroser, ça va vider ton forage et le temps qu'il se remplisse, il faut peut-être 48, 72 heures. Donc c'est ça qui peut freiner dans ton arrosage en fait, qui peut prendre beaucoup de temps. Donc du coup, qu'est-ce qui est utilisé si on ne peut pas tant utiliser le forage? Alors il y a des réseaux d'irrigation collective. Donc l'eau de la ville, entre guillemets, c'est un réseau différent. C'est un réseau agricole. Un réseau agricole, ok. Voilà, donc en fait, il peut avoir soit des retenues liées à des barrages EDF, et des conduites sous pression. Donc ça, si tu as la chance d'avoir ça sur tes parcelles, tu es un peu le roi du monde. D'accord. Alors certes, c'est un mètre cube qui peut coûter cher, mais au regard du débit garanti et du peu de frais que tu as, parce que tu as la borne qui arrive dans ta parcelle, et tu as juste à te brancher et tu as l'eau, on va dire c'est génial, on va dire, en facilité de mise en œuvre. Donc ça, si tu as la chance d'être sur ce genre de parcelle, il faut la saisir. Ouais. Mais tout le monde n'a pas la chance de s'installer sur ce genre de parcelle, et puis souvent elles sont bien gardées. Oui, j'imagine. Parce que c'est surtout, par exemple pour les éleveurs, etc., c'est sur ces parcelles-là où ils vont sécuriser leur maïs, sécuriser leur blé, parce qu'ils ont des rendements garantis puisqu'ils peuvent les irriguer. Donc c'est des terres qu'ils ne vont pas lâcher. D'accord. Et donc la dernière solution, c'est si tu es sur une zone où tu n'as pas d'eau à disposition ou un cours d'eau, tu peux avoir la solution de prélever directement dans le milieu, sur cours d'eau. Donc ça risque d'être de plus en plus difficile peut-être avec le réchauffement climatique, justement, les sécheresses
qui ont tendance à se répéter. Non, je sais pas. En fait, c'est surtout que c'est une ressource sur laquelle tu peux pas compter. Ouais. Parce que le cours d'eau, vu que tu prélèves directement dans le milieu, tu es soumis alors à des arrêtés préfectoraux sécheresse. Et donc, si la préfecture de ton département dit on passe ta zone, ton bassin versant passe en état critique, toi, tu n'as plus le droit de prélever. Donc, tu te retrouves le bec dans l'eau si c'est ta seule ressource. Tu peux plus irriguer tes cultures. Et en maraîchage, si tu peux plus irriguer tes cultures, c'est foutu, quoi. Tu perds toute ton année. T'es foutu. Et donc, pour sécuriser la ressource, la solution qui est la plus utilisée, le méga-bassine. Alors nous, on n'appelle pas ça méga-bassine, on appelle ça retenue collinaire. C'est beaucoup plus sympa comme ça. C'est différent. Allez, je signe. Parce que c'est plus petit et surtout qu'on ne pompe pas pour les remplir. D'accord. Le principe de la retenue collinaire, c'est dans un fond de vallée, avec un bassin versant, on vient récolter les eaux de ruissellement. D'accord, ok. Voilà. La Sainte-Soline, c'est un peu l'idée de faire une piscine olympique. Par exemple, c'est l'exemple phare Sainte-Soline des méga-bassines, c'est je prélève dans la nappe quand j'ai le droit, je remplis ma retenue, et quand j'ai plus le droit, j'arrête de pomper et je prends dans ma retenue. Là, l'idée, c'est vraiment, j'ai une retenue, j'ai bloqué un pan de montagne avec une digue. Quand ça pleut et que, entre guillemets, il y a de l'eau en excès qui coule dans les parcelles, ça remplit ma retenue. Et moi, du coup, puisque cette eau est sortie, juridiquement parlant, elle est sortie du milieu naturel, elle n'est plus considérée comme faisant partie du milieu naturel, j'ai le droit d'y pomper dedans, même en cas de sécheresse. Voilà, donc ça sécurise la ressource dans le sens où tu peux en disposer toute l'année, peu importe ce que la préfecture va décider. Et derrière, tu sais à peu près ce que tu as. T'es pas tributaire d'un orage qui doit. Donc c'est quand même pas évident, quoi, pour un maraîcher. On va dire qu'il y a plein de, une certaine conscience écologiste, etc., des fois d'avoir recours finalement à ce genre de système qui peut, je sais pas, moi je suis pas du tout expert du sujet, mais bon, il y a beaucoup de militants qui sont contre, que ce soit les bassines ou bien les retenues collinaires. Pour des questions, on va dire, biodiversité, paysage, etc. Donc, je ne sais pas, tu te places comment là-dessus, toi, justement ? On n'est clairement pas dans le schéma des méga-bassines. Parce que... je crois même les retenues collinaires, pour certains, c'est... Alors oui, mais peut-être parce qu'il y a une confusion. Moi, je pense qu'il y a une confusion, parce que nous, dans le département dans lequel je travaille, la Chambre d'agriculture, on a fait des... Alors, c'est pas nous qui les construisons, nous, on fait l'instruction, l'étude pour faire accepter la retenue, parce qu'il y a peut-être eu, il y a 50 ans, on va dire, des agriculteurs qui avaient envie de faire une retenue, ils prenaient une pelle, ils la faisaient, une mini-pelle, ils la faisaient, point. Aujourd'hui, c'est quand même très très cadré. On ne construit pas une retenue collinaire comme on veut. Et c'est une bonne chose. Mais du coup, il y a une confusion entre les deux systèmes, c'est que la retenue collinaire, aujourd'hui, elle doit disposer, alors pas les anciennes, parce qu'elles ont été construites avec d'anciennes normes, donc il n'y a pas de rétroactivité, mais les nouvelles, par exemple, elles ont des ouvrages qu'on appelle de contournement. C'est-à-dire que par exemple, de mars à août, tu es obligé sur ta retenue de l'entourer de drains avec des regards qui font que ton ouvrage devient transparent pour le milieu. C'est-à-dire qu'en gros, tu n'as passé alors ça dépend des départements, mais passé par exemple fin avril, tu n'as l'eau qui va tomber, qui va pleuvoir, tu n'as pas le droit de la stocker dans ta retenue. Elle fait son chemin. Elle fait son chemin. Donc ta retenue devient transparente, avec des fossés. Donc on va dire d'un point de vue écologique, tu ne prélèves pas dans le milieu sur des moments critiques. Ok. Donc là, on n'est pas du tout dans le même schéma que les méga-bassines. Après, moi, il me semble que là, ce que j'avais vu sur les retenues collinaires, après, c'est l'utilisation aussi qui peut poser problème. Dans le sens là où nous, on parle donc de maraîchage, donc de faire de la nourriture. Moi, ce que j'avais vu, c'était sur les canons à neige. Oui. Tu vois ce que je veux dire. Non, donc, l'utilité derrière. C'est ça. Quand on parle de nourrir des gens, c'est pas permettre à des bourgeois de faire des descentes à ski, tu vois. Oui. Donc on est là aussi, tu vois, il y a je veux dire, on peut se permettre, on va dire, des choses. Enfin, je sais pas. Je trouve que la finalité doit être prise en compte aussi. Voilà. Puis faut se dire un truc aussi, c'est que cette eau, c'est pas parce qu'elle est stockée. On va dire, elle est immobilisée pour répondre à un besoin sur une durée plus longue que juste le moment où elle tombe, mais elle n'est pas perdue pour le milieu, dans le sens où le maraîcher il va la pomper dans sa retenue, il va la balancer sur ses champs, peut-être au maximum, j'allais dire, 1 kilomètre plus loin, s'il a une exploitation vraiment très grande,
et ça va profiter à ces cultures, mais également aussi au milieu. Oui. Donc c'est pas de l'eau qui est sortie, puis on n'en fait rien. Oui. Elle va poursuivre le cycle, elle va retourner dans les nappes après avoir servi à faire pousser la culture. D'accord, ok. On n'est pas non plus sur juste bloquer de l'eau et puis rien en faire. Bien sûr. Ok, j'ai compris. On peut peut-être parler un petit peu fertilité, parce que là, on a parlé de la première ressource, donc l'eau, on a parlé un peu texture de terre, mais bon, derrière, il y a peut-être aussi la question de la fertilité, les engrais, les choses comme ça. Vas-y, je te laisse, je sais pas comment tu veux prendre le sujet, mais... Parce que là, ça aussi, c'est pareil, hein, c'est un des gros points, on va dire, d'inquiétude. C'est est-ce que je dois balancer du produit chimique pour vraiment avoir des rendements comment je fais pareil, ok, le fumier, super, mais bon, moi j'ai pas de vache à proximité, je suis pas dans une région d'élevage. Il y a aussi, l'apport genre broyat, des trucs comme ça. Enfin, qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Non, mais ça, il y a plein de questions. Oui, et il y a plein de techniques, tu vois. Il y a des mecs qui font un blinde de broyat, il y a des mecs, je sais pas, tu vois, c'est. C'est un truc qui m'est complètement étranger, moi. Donc, non, mais c'est vrai qu'on pourrait partir dans plein de trucs et on pourrait en parler pendant 4 heures. En fait, j'allais dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique. Il y a surtout de mettre en rapport la technique avec ce qu'on vise, avec l'objectif qu'on vise. Et derrière, de savoir un minimum ce qu'on fait. Pour éviter d'avoir des pollutions à l'azote, par exemple, dans de l'eau, ou d'avoir même des excès de fertilisation ou des carences qui pourraient venir empêcher tes cultures de bien pousser. On va dire, déjà, les 2 grands types d'engrais que tu peux différencier, ça va être principalement sous la forme d'azote qui est présente à l'intérieur. Donc, dans la recherche agronomique, c'est centré sur 3 éléments principaux pour la nutrition. NPK, le NPK, c'est ça, l'azote, le phosphore et la potasse. Donc c'est les 3 principaux éléments qui, j'allais dire, sont essentiels à la croissance des plantes. On s'est aperçu depuis les dernières années qu'il y en a quand même d'autres. Il y a le zinc, le manganèse, le bore, le fer, qui viennent aussi, mais dans des quantités beaucoup moindres. Donc c'est pour ça qu'on s'est centré essentiellement sur NPK, mais c'est principalement l'azote qui fait la croissance. Le phosphore ou la potasse, par exemple, va pouvoir avoir des aspects sur de la fructification, sur de la formation de bouquets floraux, etc. Mais c'est principalement l'azote qui fait la croissance. Donc c'est pour ça que les engrais, on les raisonne beaucoup par l'azote. Et tu as plusieurs formes d'azote. Donc tu vas avoir les 2 grands types d'azote. Enfin, 2 grands types d'azote. Les 2 types de formes d'azote possibles, c'est forme minérale ou forme organique. Pourquoi on a cette différence-là? Parce que les plantes ne sont capables, à travers leurs racines, que de prélever de l'azote sous forme minérale. C'est-à-dire de l'azote sous forme nitrate ou nitrite. Voilà, donc dans les formes chimiques. Donc c'est les seuls qui arrivent à passer dans les racines. Mais ensuite, il y a cet azote, tu peux aussi le trouver sous forme organique. Donc c'est-à-dire c'est de l'azote qui a déjà été pris par la vie. Donc la plante a pris ce nitrate dans le sol et en a fait quelque chose d'autre, a fait des cellules, etc. Et donc elle en a fait des sucres, des morceaux de lignine, etc. Et donc c'est ça qu'on appelle l'azote sous forme organique, c'est-à-dire l'azote est piégé dans une molécule beaucoup plus grosse que juste la molécule de l'atome d'azote. Et par contre, c'est de l'azote stable qui ne peut pas partir dans l'eau, qui n'est pas soluble dans l'eau, mais il n'est également pas assimilable par les plantes. Et donc il y a besoin d'un processus qu'on appelle de minéralisation de cet azote, qui se fait en général par des bactéries dans le sol. Donc il y a des populations bactériennes dans le sol qui vont venir consommer ces molécules. Là, on est en train de parler de la vie du sol. Là. Exactement. Non, mais c'est ça. Oui, on parle de la vie du sol. Voilà. Donc, mais la vie microbiologique. D'accord, parce que en fait, voilà, donc du discours, on va dire, qu'on trouve sur Internet quand on s'intéresse à ces questions, il y a, là tu l'as bien dit en fait, il y a le côté j'envoie les granulés directement assimilables. Oui. Voilà. Je vulgarise beaucoup. Hein, non mais je. Voilà. Donc j'envoie mon engrais chimique, voilà, directement assimilable, ou bien je vais chercher à enrichir mon sol par de la matière. Et justement, cette dégradation de la matière va rendre du coup l'azote disponible aux plantes. C'est 2 grandes façons de travailler. Est-ce que vas-y. Oui, alors en fait, c'est là où je voulais. Justement, c'est pour ça que j'ai insisté sur minéral organique, parce que pour moi, ça se recoupe pas avec chimique naturelle. Non, bien sûr. Ouais. Non, mais ça, c'est le truc simple pour dire. Enfin voilà, mais. Non, parce qu'en fait, du coup, dans un cas, tu vas avoir de l'azote qui va, si tu le mets directement sur tes cultures,
va pouvoir être pompé par les plantes directement. Et dans l'autre cas, tu auras quelque chose qui aura besoin d'un support bactérien pour être transformé et rendu assimilable par tes plantes. Mais dans les matières que tu apportes, tu as ces deux formes. Oui. Voilà. Quand on dit tout ça est chimique en fait. Voilà. Oui. Non mais parce que je veux dire, quand on dit chimique, c'est chimie de synthèse, des trucs comme ça. Mais en fait tout ce que tu viens d'expliquer, c'est de la chimie en fait. C'est de la Par exemple, oui, tu fais un apport de lisier. Donc lisier, c'est des excréments liquides, c'est de l'urine d'animaux, d'élevage. Donc c'est de l'azote sous forme urée, voire même qui a commencé déjà à se transformer en ammoniac. Donc l'ammoniac, derrière, nitrite, nitrate, c'est très rapide, ça devient rapidement assimilable. Donc le lisier, c'est une forme d'azote presque minérale. Voilà, tu l'apportes, tu as un effet dans les jours qui suivent, mais pour autant, puisque c'est une matière d'origine naturelle, entre guillemets, qui n'est pas issue de synthèse, tu peux l'épandre en bio. D'accord, oui. Voilà. Donc, l'idée de dire bio, c'est pas d'engrais minéral et conventionnel, etc., les frontières sont un peu floues. Donc, tu raisonnes ta matière que tu apportes par rapport à ce que tu recherches. Si, par exemple, tu as besoin d'un apport d'azote vite, parce que tu dois répondre à une carence rapide, il faut plutôt t'orienter vers des matières qui vont avoir un niveau, par exemple un fumier très riche en excréments, avec peu de paille, frais. Donc là, tu vas augmenter ton risque de brûlage. Ça dépend bien sûr de à quel moment tu épands, parce que tu as quelque chose de très riche en azote, donc qui risque de brûler tes racines si elles sont trop jeunes. Mais par contre, tu auras un effet azote très rapide. Voilà. Et à l'inverse, tu peux apporter quelque chose de très composté. Par exemple, tu disais du broyat de déchets verts. S'il est très composté, du coup, c'est une matière organique très stable, donc ton azote va être emprisonné dans des molécules très très grosses, de la cellulose, de la lignine, qui vont mettre du temps à se dégrader. Et donc, il va falloir énormément de temps et de vie pour que cet azote soit rendu disponible à ta plante. Mais du coup, tu vas avoir d'autres effets sur la porosité du sol, sur le taux de matière organique, etc. Donc vraiment, la fertilisation, il y a vraiment ces deux aspects. C'est est-ce que je veux nourrir ma culture maintenant tout de suite parce qu'elle a un problème, ou il y a un gros besoin parce que c'est le moment de la fructification, etc. Ou est-ce que je veux plutôt avoir un apport sur la durée, sachant que tu es toujours obligé, tu ne peux pas te dire je mets mon fumier à l'automne et ça suffit pour mes besoins de toute l'année. D'accord, Parce qu'une fois que l'azote, par exemple, de ton fumier composté que tu as apporté à l'automne a été rendu minéral par la vie du sol, elle s'en fout de ce que les plantes vont pomper. Elles font leur boulot, elles mangent du sucre et elles relarguent de l'azote. Mais cet azote qui va être dans la solution de sol, si tu as une pluie, il va complètement partir à la nappe. Voilà. Donc, et derrière, tu pourras avoir une carence d'azote pour tes cultures parce que tu as eu une grosse pluie. Le temps que tu aies à nouveau la vie du sol qui redégrade. Voilà. Donc tu peux avoir comme ça à jouer sur les deux tableaux. D'accord, ok. Et donc, ce qui revient aussi à dire que c'est pas parce que tu utilises du fumier et du lisier que tu pollues pas l'eau. Oui, parce qu'en fonction de la période peut-être où tu l'as mis, des pluies qu'il y a eu, etc. Tu peux avoir des phénomènes de pollution et en plus encore moins bien maîtrisés avec de l'engrais organique, puisque tu ne maîtrises pas du tout à quel point il va se minéraliser. Si ton sol se réchauffe très vite, automatiquement tu as plus de vie, tu as plus de minéralisation, mais peut-être que tes plantes, tu viens juste de les mettre, donc elles n'arrivent pas à pomper assez d'azote, donc tu as un excès d'azote dans ton sol qui va beaucoup lessiver. Alors que si tu avais apporté un engrais minéral, chimique, de synthèse, ce que tu veux, gaz Poutine, cet azote-là que tu aurais apporté à un moment peut-être plus tardif, donc sur une culture capable de l'assimiler rapidement, tu aurais au final moins pollué l'eau derrière. C'est très intéressant ça. C'est beaucoup plus complexe qu'on pourrait le croire et c'est pas aussi. On peut pas séparer comme ça chimique, naturel, matière organique, matière. Enfin voilà, il y a des vraiment en fonction de ce que tu veux faire et en fonction déjà de ce que tu as le droit de faire, parce que par exemple le cahier des charges de l'agriculture biologique interdit tous les engrais de synthèse. Voilà, donc minéraux de synthèse. Par contre, il y a des engrais minéraux, j'allais dire d'origine naturelle, type de la vinasse de betterave par exemple, ou du sang séché, ce genre de choses, qui sont autorisés en bio et qui ont des effets très rapides. Ils se minéralisent extrêmement vite. Par exemple, aujourd'hui, je ne connais pas, enfin, il y en a certains parce qu'ils n'ont pas l'équipement, mais la plupart des maraîchers bio qui font beaucoup de tomates utilisent ce qu'on appelle de la fertirrigation.
Donc ils fertilisent par l'eau d'irrigation. D'accord, ok. Ils incorporent dans l'eau d'irrigation directement une solution nutritive. Donc voilà, on est sur la volonté d'envoyer quelque chose de fertile rapidement, quoi. Et régulièrement, parce qu'une fois que ta plante elle est développée sous paillage avec ton goutte à goutte, pour apporter l'engrais, j'allais dire c'est compliqué. Donc là, c'est que tu peux l'apporter sur une plus longue période de temps. Mais ils utilisent par exemple de la vinasse de betterave, qui vont incorporer avec une pompe doseuse qui va être envoyée dans le réseau d'irrigation. Et là où je vais en venir aussi dans la fertilisation, si tu veux maximiser le fait que tes plantes, éviter trop de pertes, d'apporter trop d'éléments et qu'au final tes plantes n'en profitent pas, l'un des grands principes de la fertilisation, c'est que pour la rendre le plus efficace et l'optimiser, il faut la fractionner. Il faut faire le plus possible d'apports. Ah oui. Tout au long de la culture. Ce qui des fois peut être compliqué sur des cultures où rapidement elles couvrent le sol, tu peux plus rentrer avec un tracteur, ou même elles sont recouvertes, elles sont bâchées, tes pieds de tomates, tu leur as mis un paillage plastique, tu n'as plus accès au sol en dessous, ou tu as tous les réseaux de goutte à goutte qui fait que tu peux pas venir incorporer ton fumier, etc. Donc des fois, tu es contraint à ne faire qu'un ou deux apports, mais si tu as la possibilité, comme par exemple avec les tomates, d'apporter sur une plus longue période par de la fertilisation, automatiquement, tu es beaucoup plus économe dans tes quantités que tu apportes, puisque tu les apportes sur une plus longue période de temps, et aussi t'évites d'avoir des phénomènes de carence sur la durée, parce que ce que tu as apporté il y a 6 mois, ton fumier, sur une culture de tomates, peut-être en septembre-octobre, tu n'as plus grand-chose qui reste. D'accord, ok. Alors souvent, c'était vraiment super intéressant. C'est vraiment super intéressant. Souvent, tu sais, on entend la question de recréer un sol. Tu sais, justement, l'agrader. Ouais. Il commence lui aussi. Non, mais souvent, on a dans cette idée, qu'en amenant énormément de matière organique, donc ça peut être du fumier, de la paille, ça peut être du broyat, des choses comme ça, on va carrément changer totalement la texture du sol, le rendre totalement différent. C'est des choses qui sont possibles, ça? Ou c'est du domaine un petit peu de je sais pas, de la croyance, de la grande idée Alors, il faut partir du principe que, comme j'allais dire un être vivant, un sol, il a un patrimoine génétique, entre guillemets, alors, c'est pas l'idée, je rentre pas dans des théories, etc., mais c'est vraiment, t'as un contexte sol qui fait que, de base, tu pourras pas faire n'importe quoi, d'un sol de Haute-Loire en pente, sur une couche de gneiss ou de granit, tu pourras pas en faire une plaine de la Limagne. Bien sûr. Tu vois. Donc on va dire dans le champ des possibles, tu as une variation selon déjà le sol de base que tu as, tu pourras plus ou moins l'améliorer facilement. Et c'est là où la différence, elle peut être faite entre texture et structure. C'est vraiment, en agronomie, on différencie la texture d'un sol de la structure d'un sol. Sa texture, le rapport limon, sable, argile. C'est une structure physique qui t'est donnée une fois pour toutes. Ça, elle est impossible à faire changer. C'est à moins de faire, comme certains maraîchers nantais, à apporter des quantités de sable en direct, comme ça, dans les champs. Et là, effectivement, tu peux rendre ton sol plus sableux, mais ça, c'est très compliqué à faire bouger. Par contre, tu peux faire évoluer un peu la structure de ton sol par justement des apports, comme tu dis, de matière organique, etc. Mais là encore, tu as des marges de manœuvre qui sont plus ou moins importantes. Parce que si tu es en contexte sableux, par exemple, tu ne pourras jamais monter à, par exemple, 12% de matière organique. Parce que dans ton sol, un sol sableux, c'est un sol qui, je disais, sèche plus vite, mais aussi se réchauffe plus vite, donc est plus actif d'un point de vue biologique, et du coup, consomme la matière organique beaucoup plus vite. Donc tu vas avoir un maximum que tu ne pourras pas dépasser en règle générale sur un sol, donc on dit sableux, c'est-à-dire il a moins de 10% d'argile, 5-6% de matière organique, c'est déjà excellent. Dans des sols argileux, les mecs ils peuvent se targuer d'avoir 15, 16, 18% de matière organique, il n'y aura pas de souci. Mais parce que le contexte argileux permet, vu que tu as un sol qui est en général plus froid, qui met plus de temps à se réchauffer, aussi qui a une structure qui n'est pas directement liée à ta quantité de matière organique. Là, tu me dis si je vais trop loin dans l'agronomie, mais non, c'est parfait. On va dire, en gros, ce qui fait la structure d'un sol, c'est l'agrégat.
c'est la structure de base du sol, c'est le petit grain, on va dire. Ce grain, il peut être d'origine diverse. Tu peux avoir le fameux complexe argilo-humique, qui est en fait ton grain d'argile va agglomérer autour de lui des particules de matière organique par simple, j'allais dire, tension physique. Et donc là, tu as un agrégat qui se crée chimiquement. Mais ça, c'est uniquement vrai à partir du moment où tu as de l'argile, et en quantité suffisante, dans des sols argileux. En contexte sableux, ici, compte pas sur un complexe argilo-humique. Par contre, tu peux avoir formation d'agrégats par la vie biologique. C'est-à-dire c'est le mucus bactérien qui va coller entre elles ton humus, tes particules d'humus, pour en faire un agrégat qui va apporter de la souplesse, de la porosité dans ton sol. Mais puisque c'est lié à un mucus bactérien, et ben, c'est très dépendant de si tu arrives à maintenir cette vie du sol ou pas. Si tu as des conditions qui deviennent défavorables aux bactéries, elles vont arrêter de sécréter de mucus, tu vas perdre ta structure. Donc, pour en revenir à la question de base, augmenter les capacités d'un sol, c'est possible, mais déjà, selon la structure initiale, enfin la texture de laquelle tu pars, tu n'as pas les mêmes possibilités d'évolution non plus. Et derrière, il va falloir le gérer, ce sol. C'est-à-dire, c'est pas cette quantité de matière organique pour qu'elle profite et qu'elle rende ton sol plus fertile, si tu l'apportes et que tu ne vois pas ton sol partir en bas de la... Tu peux avoir apporté une quantité de matière organique énorme. Si tu n'arrives pas à les stabiliser dans une structure, au final, tu n'auras pas amélioré grand-chose d'un point de vue fertilité. Mais du coup, l'idée, c'est ce qu'on pourra voir aussi dehors, parce que sur les plateaux un peu de Haute-Loire et tout, ce qu'on peut observer, c'est des tendances à l'acidification de ton sol, des sols qui sont déjà très acides de par le matériau qui est dessous, et la vie du sol les rend encore plus acides. Et dès lors que tu arrives en dessous d'un certain niveau d'acidité, ta vie du sol est menacée. Et donc tu peux apporter toute la matière organique que tu veux. Si derrière tu maîtrises mal ton pH, par exemple, de ton sol, et qu'il vire trop acide, tu vas avoir en gros, les bactéries de ton sol vont plus pouvoir pousser, vont plus pouvoir coller entre elles les particules d'humus, et donc toute la matière organique que tu as va se faire bouffer en l'espace de quelques années, parce que tu n'as pas maintenu le pH de ton sol. Moi, ce qui me frappe, en fait, avec toutes ces explications techniques, en fait, c'est que c'est quand même ultra précis. Ça demande un travail tout au long de l'année et une bonne connaissance, en fait, de ce qui se passe sur ton sol, etc. Enfin, c'est... Ouais, je comprends pourquoi il y en a qui font appel à toi. Non, parce que... c'est pour ça qu'on a inventé le métier d'agronome. Je pense que c'est utile, finalement. Non, mais parce que souvent, c'est ce qu'on voit sur Internet, c'est, vas-y, on blinde... on met tout ce qu'on peut mettre, quoi. C'est-à-dire si on a du broyat, si on a du fumier, si on met, et puis on s'imagine que c'est très bien. Mieux c'est. Voilà, mais en fait, c'est pas du tout aussi simple que ça, quoi. De ce que tu as expliqué, en tout cas, moi je comprends que c'est pas aussi simple que ça. Et que, par exemple, moi, ce que j'ai fait, c'est-à-dire d'amener du fumier, je sais plus quand est-ce qu'on l'a emmené, probablement que ça aura servi à pas grand-chose, quoi. Ça dépend, parce que j'allais dire, en fait, ça dépend déjà aussi de ton stade et de la capacité du sol à accueillir ce que tu lui apportes. Là, moi, j'en suis complètement ignorant. Je vais prendre une métaphore un peu bancale, mais par exemple, pour une personne qui est sous-nutrie, donc qui a été en état de nutrition, de sous-nutrition très 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 avancée, si pour la guérir, entre guillemets, ou pour l'aider, tu lui apportes un Big Mac, tu la fais mourir si elle le mange. Parce qu'elle n'est plus en capacité de mobiliser cette ressource nutritive énorme que tu lui apportes. Donc il faut commencer par lui apporter des petites quantités par intraveineuse, etc. Et c'est un peu la même sol avec un sol. Si tu pars d'un sol qui est pauvre, que tu lui apportes des quantités de matière organique énormes, tu peux fortement perturber les processus biologiques et il n'est pas en mesure de faire quelque chose de ce que tu lui apportes. Il y en a trop et en trop grosse quantité et au final tu perturbes plus que tu n'améliores. Voilà. Et après il y a peut-être là aussi la forme dans laquelle c'est amené, parce que là, c'est ce que je t'expliquais un petit peu tout à l'heure. Là nous ce qu'on fait un peu c'est de passer du gyrobroyeur sur le fumier pour le réduire, on va dire, en miettes. Peut-être aussi il y a une question que ça soit plus assimilable, je sais pas, tu as la finesse du matériau. Si tu apportes quelque chose, effectivement, quelque chose de très... une matière organique qui va être déjà très compostée, la vie du sol va mettre beaucoup de temps à la dégrader. Donc il faut déjà que tu aies suffisamment de nourriture pour nourrir ta vie du sol avant qu'elle soit en mesure de dégrader ce que tu apportes.
Je sais pas si ça répond un peu à ta question. Ouais, non, enfin, c'est. Je sais pas trop parce que c'est. Je me rends compte vraiment de la technique du truc, quoi. Parce que bon, je te dis, hein, moi j'ai beaucoup consulté de choses sur internet, etc., et ça semble beaucoup plus simple. Souvent parce que, et on le voit, c'est un peu ce que j'observe chez pas mal de gens en reconversion professionnelle aussi. Alors c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, mais c'est qu'il y a, on est un peu avec le sol comme on pouvait l'être il y a 5000 ans avec le tonnerre, tu vois. C'est-à-dire on comprend pas, on sait pas comment l'expliquer, donc dans le doute, on fait pas grand-chose parce enfin on va dire on n'ose pas, on a peur de faire, tu vois, on attribue son fonctionnement plus à des forces occultes qu'à réellement une analyse scientifique de ce qui se passe. Bien sûr. Donc il y a un côté très sacré du sol qui est présent chez pas mal de gens qui ont des limites en termes de compréhension. Voilà, j'ai pas de jugement, mais voilà, c'est moi non plus. Hein, enfin, l'agronomie, c'est une science qui est en complète évolution. Aujourd'hui, on a plein de sur le microbiote du sol, sur les populations bactériennes qui y vivent, sur le rôle des vers de terre, le rôle de tout un tas d'invertébrés qui sont dans le sol. On est nuls. Enfin, on ne sait pas du tout ce qu'ils font et leur rôle. Donc il faut être conscient aussi de ce qu'on ne sait pas et que du coup on peut dire des choses, mais on va dire on dit des choses sur ce qu'on sait, mais si ça se trouve ce qu'on sait c'est que 10% de ce qui se passe réellement. Donc on a l'impression d'agir, d'avoir compris le truc, mais en réalité on est dans quelque chose de beaucoup plus grand qui nous dépasse. Mais c'est ce que fait la science dans tous les domaines. Je pense que c'est quand même clairement un enjeu futur d'avoir plus de connaissances là-dessus. Clairement. Puisqu'on va devoir être beaucoup plus précis sur la gestion des ressources, sur la capacité de rendement, etc. Puisque il y a la question, on va dire, des engrais de synthèse qui demandent des ressources fossiles qu'on va peut-être plus avoir. Il y a la question justement de l'impact en fait qu'ont certains systèmes de culture, qui vont nous demander beaucoup plus de connaissances là-dedans, quoi. Si on veut garantir, on va dire, des rendements assez hauts, tout en ayant un impact des moins négatifs, on va dire, sur l'environnement, il va falloir connaître ça. Et maintenir une fertilité des sols, parce qu'aujourd'hui, on le voit, moi je partage le constat, certainement dans l'audience, tout le monde est d'accord là-dessus, mais il y a des pratiques agronomiques avec l'utilisation d'engrais, etc., qui sont extrêmement défavorables au sol. Enfin, on aboutit à un sol mort. C'est pas le cas parce qu'il y a toujours de la vie, hein. Il y a des quantités de bactéries qui sont folles, mais en tout cas une vie beaucoup plus réduite que dans d'autres types de sols. Et ça, aujourd'hui, on ne peut pas forcément mesurer les conséquences parce qu'on ne les connaît pas toutes. Oui, bien sûr. Voilà. Mais on sait que forcément il peut y avoir un impact derrière. Alors, à long terme. Ça marche. Alors, ça fait déjà 1 heure qu'on est en train de... Non, mais c'est super intéressant. Je veux pas Non, mais pas du tout. Alors, donc on a parlé de l'eau, on a parlé un peu de la fertilité. Bon, évidemment, on peut pas être exhaustif, hein. On a fait un peu les grandes lignes, j'imagine. On va parler un peu de mécanisation. C'est pareil, moi je parle d'où je suis, c'est-à-dire projet liberté, l'ambiance, tu vois, outils anciens, tout le bordel. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut être maraîcher avec une... non, la question est... Non, en fait c'est, est-ce que pour être maraîcher, il faut forcément avoir recours à la mécanisation? Et si oui, quel type de mécanisation il faut privilégier? On a l'exemple, par exemple, j'imagine que tu connais bien Jean-Martin Fortier, qui axe beaucoup son discours sur le motoculteur, sur des choses comme ça. Vas-y, je te laisse embrayer, prends ça comme tu as envie. Alors, la mécanisation en tant que telle, pour moi, c'est pas le sujet. La mécanisation, c'est un moyen. Et c'est un moyen, pourquoi? De gestion de temps de travail. Okay. Donc, en fait, la mécanisation, elle ne se réfléchit, pour moi, à mon sens, que dans un objectif de réduction à la fois du temps de travail et de la pénibilité. Okay. Sur ces deux aspects-là. En fait, il n'y a pas de bonne mécanisation ou de mécanisation essentielle ou indispensable. En fait, elle est toujours à mettre au regard de ce que tu cultives, la surface et l'objectif économique que tu as derrière. Bien sûr. Voilà, on va dire, si tu cultives 2000 m² pour nourrir ta famille et les amis, ça ne sert à rien de sortir la buteuse Siran. Voilà, il y a ça à mettre en rapport. Par contre, dès lors que tu as un objectif économique, et surtout en maraîchage où il y a énormément de choses qui se font à la main, et qui, pour le coup, là, il n'y a pas d'autre choix que de les faire à la main parce qu'il n'y a pas la mécanisation. La récolte, par exemple, la taille, le conditionnement, la taille,
Voilà, donc on est clairement sur énormément de manuels, plus que dans la céréale ou dans d'autres productions. Donc, déjà, de base, il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec la mécanisation. Enfin, l'allié mécanisation n'est pas là pour nous aider. Donc, ces tâches-là, elles sont pénibles, mais on doit les faire. Donc, se dire que sur des postes où il peut y avoir la mécanisation, on la refuse, alors il faut précisément savoir pourquoi on la refuse. Si on va dire dans le terme de temps de travail, répartition vie pro, vie perso, ça passe, j'ai pas de souci. Mais si c'est une souffrance pour le maraîcher au bout de 5 à 10 ans qui fait ça, qui se rend compte qu'il y passe 80 heures par semaine à trimer, à soulever des caisses, à les porter à bout de bras, à se casser le dos, peut-être que ça peut être bien d'avoir un micro-tracteur avec un porte-palette sur le relevage arrière et un palox. Voilà. Donc on va dire il y a des choix de mécanisation qui sont... et puis des choses qui sont toutes bêtes aussi, parce que moi dans la mécanisation, j'y mets le transpalette. Par exemple, d'avoir aujourd'hui, il y a des maraîchers, l'exemple typique d'un maraîcher qui faisait ça dans le sous-sol de sa maison, un sous-sol inadapté, bas de plafond, où du coup il ne pouvait pas transporter, et qui du coup n'était pas de niveau non plus la dalle, donc il est obligé de tout porter à la main, toutes les caisses, etc. Donc quand tu vois passer 15-20 tonnes à l'année de légumes à porter, le dos il s'en rappelle. Bien sûr. Et là ils sont passés dans un bâtiment, ils ont pu se faire financer le transpalette par la MSA. Parce qu'il y a clairement un intérêt pénibilité, et c'est le jour et la nuit. Il peut transporter sur son transpalette. Voilà. Donc là, on est clairement dans de la mécanisation qui, je pense, n'est pas. Un transpalette, c'est de l'hydraulique manuelle, donc voilà. Ça va. Donc, mais après, on peut même. On n'est pas sur un tracteur de 150 chevaux. Exactement. Voilà, et c'est déjà un allié assez important. Mais après, tu vois, on parle un petit peu de courbe. Mais donc, tu as le transpalette manuel. Après, tu peux partir sur un petit transpalette électrique qui va te permettre justement de gagner en volume. Donc, tu peux pouvoir gerber un paddock sur l'autre. Donc là, c'est pareil. C'est des trucs. Et puis, là, il y a beaucoup d'électricité qui arrive sur les voitures, mais aussi maintenant, on voit des motoculteurs électriques. On voit pas mal de choses. Les brouettes électriques, il y a pas mal de choses comme ça. Je pense que ça devient de plus en plus intéressant, quoi. Il y en a qui s'équipent de chariots de récolte électriques. Ça existe, ou même de lits de désherbage électriques, donc qui ont des petits moteurs dans les roues et avec une batterie qui peut tenir 8 heures à peu près. Donc on est sur de la mécanisation, mais qui, pour moi, reste quand même... Alors après, c'est à doser, l'investissement, la capacité d'investissement de l'entreprise, etc. Mais pour moi, je trouve ça dommage de complètement se fermer à toute idée d'amélioration technique. Parce que par exemple, il y a des choses qui pour moi sont de l'ordre de l'évidence, mais ne demandent pas des investissements de dingue, ni du matériel extrêmement coûteux. Par exemple, récemment, on a fait construire chez un maraîcher, alors je dis on l'a conseillé sur la réalisation, mais c'est lui qui a fait les travaux, la construction d'un quai de chargement. Ah, putain, voilà, pour avoir le fourgon à hauteur et pouvoir venir pousser les palettes de légumes dans le fourgon sans avoir à les trimballer, à rentrer dans le fourgon à moitié couché. Voilà. Donc, moi, ça, c'est un truc... on est sur de la, pour moi, sur de la mécanisation, sur de l'amélioration, mais on est quand même pas sur des choses démentielles. Ça, moi, c'est un sujet qui me tient des plus à cœur, en fait. Le facteur organisationnel et pénibilité, en fait. Parce que c'est comme tu l'as dit, en fait, c'est des choses qui se répètent sur des années et c'est le physique qui prend vraiment, quoi. Et donc il y a réellement moyen, effectivement, d'améliorer la chose, de se préserver sans pour autant partir sur des machines qui sont énormes, quoi. C'est pas du tout ça l'idée, c'est ce que tu avais l'air de dire avec cette question de transpalette, de quai. Là, on est sur, voilà, c'est pas des tracteurs qui marchent au fioul, quoi. Tu vois, on est vraiment sur des trucs très très simples, très basiques. C'est pour ça que j'évoque ça, puisque et aussi parce qu'il y a quelque chose qu'il faut bien se dire. C'est que le maraîchage, on a des gens qui sont parfois en reconversion professionnelle qui s'orientent vers le maraîchage parce que c'est ce qui demande le moins de foncier pour s'installer, ce qui paraît le plus abordable pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas ou qui a peu d'expérience dans le monde agricole, mais on est sur quelque chose d'extrêmement physique et exigeant sur le plan physique, beaucoup plus que de mener un élevage ou une culture céréalière. Mais même un élevage, je pense, d'animaux, je pense que la contrainte est... J'ai l'impression que la contrainte est un tout petit peu plus faible, quoi. En termes de temps de travail ou en termes de pénibilité, en termes de, parce que nous, par exemple, les chiffres qu'on a, je disais tout à l'heure qu'on installait entre 10 et 15 maraîchers via la DJA par an. Sur ces 15 maraîchers, on en a la moitié
qui arrêtent au bout des 5 ans et avant les 5 ans. C'est la cause principale? Eh ben, la principale cause, c'est rentabilité économique. C'est que l'entreprise ne tourne pas et qu'on est criblé de dettes et qu'on fait faillite. Mais ça, derrière, pour moi, il y a plusieurs raisons à cette absence de rentabilité économique. Il y a le fait qu'on ne vende pas assez, que d'un point de vue production, on ne produit pas assez, ou alors qu'on n'a pas les circuits de vente qui permettent d'absorber suffisamment pour avoir des recettes. Mais il y a aussi, pour moi, l'aspect épuisement. C'est que c'est des gens qui s'épuisent au boulot, se cassent, on finisse avec du mal de dos, ont l'impression de passer leur vie à trimballer des tuyaux, à soulever des caisses, et voilà, et que ça plombe le moral. Et qu'au final, on a l'impression que son projet, on en devient plus l'esclave que le maître. Ça, c'est c'est une des parties sur lesquelles aussi tu es conseillé. Oui. Pas uniquement sur la partie sol, irrigation, etc., mais aussi sur l'aspect, on va dire, logistique de l'installation. Et ben, nous, moi, je fais de l'appui technique, peu importe, j'allais dire, les dimensions. Et on va de plus en plus vers ça, parce que nous, notre objectif, on n'est pas des... Enfin, malgré la rumeur qu'on prête aux chambres d'agriculture, on n'est pas des grands méchants. Et l'idée, c'est quand on installe quelqu'un, c'est qu'il en vive bien et qu'il en vive longtemps. Et qu'il ne finisse pas en ruine. Donc l'idée, c'est quand même d'installer quelqu'un qui va prendre plaisir à faire son métier, qui va être heureux de le faire et qui va pas finir tout cassé à la fin de sa carrière professionnelle. Donc c'est pour ça que c'est une dimension, et politiquement parlant, on est fortement là-dessus. On est poussé par les organes politiques des chambres pour aller vers cette dimension-là, parce que c'est quelque chose qui est... Enfin, on parle d'attractivité du métier agricole parce qu'on a une crise des vocations. On va avoir la moitié des agriculteurs qui vont partir à la retraite d'ici les 10 prochaines années. Qu'est-ce qu'on fait pour attirer les nouveaux? C'est pas en leur vendant le modèle travailler 80 heures, cassez-vous le dos en 10 ans. C'est sûr. Non, et puis en plus, c'est le message qu'il faut... Enfin, moi, je trouve que c'est un message très important, c'est de dire que si on organise bien la chose, on fait les bons investissements, qu'on pense bien la logistique sur son site, j'imagine quand même que ça peut bien se passer, quoi. Je veux dire. Puis aujourd'hui, quand même, avec les avancées techniques qu'on a évoquées, il y a moyen quand même de bien s'arranger la vie, quoi. Il y a des résultats économiques qui parlent. Enfin, moi, j'ai l'exemple d'une ferme que je suis qui est en bio. Alors, en termes de surface, on est sur 9 hectares. D'accord. Mais ils sont 5 associés à la gérer. Et plus 4 salariés. Donc, on est sur en gros une dizaine de TP à l'année, équivalent temps plein. Ils en vivent bien, l'entreprise dégage des bonnes marges, fait beaucoup d'investissements. Et les gars, vu qu'ils sont 5, les associés, ils ont 4 week-ends sur 5 où ils sont tranquilles. Ils font une semaine de 4 jours toutes les 5 semaines. Et voilà, parce qu'ils tournent sur les permanences. Et ils ont 4 à 5 semaines de congés payés par an. Ouais, donc on est sur des conditions... Donc on est sur des bonnes conditions de travail. Avec une trentaine d'heures de travail par semaine l'hiver, et on peut monter jusqu'à 45 l'été. C'est pas non plus... Mais on n'est pas sur du travail de forçat. On peut classiquement retrouver ça chez un petit artisan. Chez un plombier, un électricien, il peut facilement travailler ce volume d'heures. Donc on est comparable. Et donc c'est des modèles qui marchent aujourd'hui. Et voilà, mais il faut être soit suffisamment nombreux et avoir une structure suffisamment grosse pour que économiquement ça se passe bien et que ça autorise ce genre de choix. Parce que le souci d'être trop petit aussi, c'est que des fois on est trop contraint en termes de résultats économiques, on ne peut pas investir parce qu'on ne gagne pas assez. Et du coup, on est freiné, on doit compenser ce manque d'investissement par du temps de travail. Et du coup, on s'épuise beaucoup plus vite. Donc il y a vraiment, pour moi, un minimum en termes de surface et d'investissement que je pense qu'on ne peut pas descendre en dessous si on vise quelque chose de professionnel. Tu peux le donner, là, du coup? Nous, on considère que c'est à minima 1 hectare. 1 hectare. Voilà, minimum 1 hectare cultivé. Pour avoir quelque chose, 1 hectare cultivé. En maraîchage, pour pouvoir dégager à la fois un salaire pour l'exploitant, parce que du coup, sur 1 hectare, on peut arriver à faire vivre 2 équivalents temps plein. Donc, on peut imaginer un associé, enfin un couple, ou bien un chef d'exploitation et un salarié. Voilà. Donc là, ça pour nous, c'est le modèle minimum. C'est-à-dire, en dessous d'1 hectare, ça peut être compliqué. Alors, il y a un truc qu'on n'a pas du tout parlé, c'est climat et altitude.
Oui. On a tellement de choses, après on arrêtera là-dessus parce que sinon on va y passer la vie. Mais le métier de maraîcher, est-ce que c'est possible dans toutes les régions, dans tous les climats et dans toutes les altitudes? Est-ce que, là, moi par exemple, là, si j'avais envie, est-ce que à 1100 mètres, là, avec le couvert végétal que j'ai, c'est-à-dire de la neige, là, est-ce que ça serait permis de développer une telle activité? Est-ce qu'on peut faire ça n'importe où, en fait? C'est ça la question. Alors, la réponse, elle est... Elle n'est pas vite répondue. Non, elle n'est pas vite répondue. La question n'est pas vite répondue. C'est, alors, soit tu te places dans une perspective, j'allais dire, d'une dizaine d'années, parce que si on part actuellement et au regard de ce qu'on a observé les années d'avant, aujourd'hui, tu peux pas faire une gamme de légumes complète à ton altitude nécessaire à abonder tous les marchés. Ouais. Tu pourras faire quelques espèces différentes, mais tu pourras pas arriver à faire de la tomate sur une période de temps assez longue pour que ta culture se rentabilise, etc. Par contre, si tu te places dans l'idée, dans une projection à une dizaine d'années, le changement climatique, il est là, on le constate, et il s'observe encore plus en zone de montagne que dans les plaines. C'est-à-dire qu'à réchauffement égal, les montagnes se réchauffent plus que les fonds de vallon. Ah oui, d'accord. Donc, on va dire que les conditions de culture d'un certain nombre de fruits et de légumes vont être beaucoup plus améliorées en altitude plus vite. Alors après, le risque, c'est que tu continueras d'être en altitude, donc tu risques d'avoir des gelées beaucoup plus tard. Et ça, donc tu auras, on va dire, un printemps qui va démarrer beaucoup plus tôt, c'est ce qu'on voit par exemple dans les Savoies, qui sont parfois plus hauts en altitude. Un printemps qui démarre tôt, des sols qui se réchauffent très vite, etc. Mais claque une gelée en avril. Milieu, ouais. Voilà. Chose que tu n'as pas en fond de plaine. Et du coup, tu serais un peu dans le truc de dire oui, je pourrais cultiver sur une large période de temps, parce que, on va dire, la neige recule, on en a de moins en moins, et donc on a une plus grosse période de culture. Mais par contre, on peut avoir des problèmes de gelée beaucoup plus tardives et du coup impacter beaucoup la culture. Donc ça, après, derrière, c'est gestion climatique, j'allais te répondre serre. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Installation de mise hors gel des serres, ou ce genre de choses. D'accord. Qui peuvent te permettre de... Mais aujourd'hui, il y a des maraîchers, alors 1000, c'est encore un peu haut aujourd'hui, mais 600, 700, c'est envisageable. D'accord, ok. Juste, dernier petit point, tu as évoqué les serres. Est-ce que c'est quelque chose d'obligatoire sur une installation maraîchère? Alors, ça dépend de à qui tu vends et de ce que tu vends comme légumes, mais si ton objectif c'est d'avoir une gamme diversifiée pour, par exemple, alimenter des marchés ou des magasins de producteurs ou ce genre de choses, tu ne pourras pas y échapper à la serre. Parce que l'idée de t'installer en pro, c'est quand même de faire mieux que les amateurs. Oui, donc si tu arrives, surtout dans un milieu rural, on va dire, si tu arrives sur les marchés avec les mêmes légumes au même moment que le gars qui fait du potager, il n'y a aucun intérêt. Déjà, tu risques de bien moins les vendre. Bien parce sûr. Que en milieu rural, ça m'avait beaucoup fait rigoler, mais c'est le cas, il y a plusieurs maraîchers qui me disent, l'un des principaux concurrents en milieu rural au maraîcher professionnel, c'est le retraité avec son potager. Parce que lui, il compte pas ses heures, c'est un loisir pour lui, il est très efficace, il produit souvent beaucoup, et en plus il distribue, parce qu'il a des fois trop pour lui. Donc c'est-à-dire quand lui a des salades, il inonde son voisinage de salades, et plus personne n'en achète au maraîcher professionnel. Donc si le maraîcher professionnel n'est pas capable d'avoir des salades un mois avant le papy, ou le retraité, ou la mamie, la retraitée, il vendra très peu de salades. Il faut que tu arrives à proposer des choses que les autres ne sont pas capables de faire en amateur finalement. C'est ça. Ou alors que tu vends à une clientèle urbaine qui de base ne peut pas avoir accès à ce genre de ressources. Mais là encore, ça implique d'être à proximité. À proximité, voilà, c'est encore. Après, on est dans les aspects études de marché, etc. Donc voilà. Ok. Bon, en tout cas, c'est. Comment ? La serre est un incontournable parce qu'elle permet d'augmenter la période de culture et d'avoir des cultures beaucoup plus précoces et beaucoup plus tardives. D'accord. Bon, en tout cas, c'était vraiment très très intéressant. On a dit beaucoup de choses, mais j'imagine qu'on n'a pas tout dit. Ça, c'est certain. Donc, comment une personne qui a envie de se lancer, elle fait pour avoir accès à ton conseil ou au conseil de tes collègues ? Déjà, il faut qu'elle soit installée, j'allais dire,
au moins à titre professionnel. On ne fait pas de conseils pour les particuliers. Moi, je suis un privilégié. Je suis abonné à ta chaîne. Voilà. C'est youtubeur élite. Ouais, c'est ça. Devenez youtubeur. Non, mais Tellement privilège. on va dire à titre perso, moi, je conseille un peu les particuliers, etc. Mais dans mon travail, nous, on s'adresse vraiment aux professionnels. Ouais. Mais professionnels de toute dimension. Hein. Et l'idée, c'est de se rapprocher des chambres d'agriculture, de ne pas avoir peur. Alors, je ne connais pas toutes les chambres d'agriculture de toute la France et toutes les personnes. Hein. Comme partout, il peut y avoir des gens obtus, fermés, désagréables, etc. Mais déjà, poussez la porte, allez voir ce qu'ils ont à vous dire, surtout si vous avez la chance dans votre département, parce que ce n'est pas le cas dans tous les départements, d'avoir une personne spécialisée en maraîchage. Toutes les chambres d'agriculture n'en ont pas. Et du coup, poussez la porte, d'aller voir ce qu'ils ont à vous proposer. Et déjà, ne serait-ce que si vous êtes en démarrage de projet, que vous avez des terrains en vue, des choses comme ça, nous, ce qu'on fait, et ce qui est une des grosses parties de mon boulot aussi, dans la préparation à l'installation, on fait des expertises de terrain. C'est-à-dire et il y a des prises en charge. Alors dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, cette visite, elle est gratuite pour le porteur de projet, c'est la région qui la paye. Du coup, il ne faut pas hésiter à solliciter. Alors, vous avez la visite d'un agronome, en général, par exemple, d'un conseiller d'irrigation, qui se déplace sur le terrain que vous avez en vue, même si vous n'en êtes pas encore propriétaire, et qui peut vous dresser un bilan des principaux avantages, des points de vigilance, et déjà, ça vous offre un petit panorama de ce qu'il est possible d'attendre de ce terrain. Et de ne pas croire qu'on a la poule aux œufs d'or alors qu'on a un panier de crabes. Ouais, tout à fait. Et puis de se faire une idée des investissements qu'il faudra faire pour avoir un vrai outil de travail, etc. C'est vachement important. De ne pas hésiter aussi à passer sur un peu de salariat chez des maraîchers pour se rendre compte de la difficulté du métier, physiquement parlant, de la charge de travail, d'aller sur toute une saison, hein, pas juste la moment des récoltes en saisonnier, etc., mais aussi dans la période hivernale, pardon, et puis de se faire, entre guillemets, son avis, de voir si ça nous plaît, si c'est quelque chose dans lequel on se projette, et puis après, de se lancer. Ok. Bon, super, mais en tout cas, c'était très intéressant et assez technique aussi. Et là, c'est vraiment, on se rend compte vraiment de la difficulté, c'est vraiment un métier, quoi, qu'il y a une vraie difficulté là-dedans. Et du coup, qu'un accompagnement, c'est quand même nécessaire, quoi. Si on veut faire les choses bien et pas trop se planter, enfin, limiter, on va dire, le plantage, je pense que c'est bien d'avoir affaire à vous. Ok, écoute, merci beaucoup, Quentin. Et puis, on se retrouvera peut-être dehors pour faire 2-3 petits échantillonnages, là. On va voir ça. Pas de soucis. Allez, let's go. Merci.